Vous le savez peut-être, en allemand, Faust est aussi un nom commun qui veut dire le point. À deux reprises dans le texte de Goethe, le mot revient comme nom commun. Et c'est quelque chose qu'il faut reprendre comme un symbole, comme le symbole d'une détermination, d'une énergie vitale, d'une détermination dans l'action, pour une œuvre qui est en même temps ici, j'allais dire en reprenant le mot de Wagner plus tard, une œuvre d'art total, le Gesamtkunstwerk. Et l'œuvre d'ailleurs tient autant du roman que de la tragédie. Le roman de Goethe lui-même, dans ce qui le partage, dans ce qui le divise, dans ce qui le dédouble, entre Faust d'une part et Méphistophélès, je l'appellerai sa part du diable, de l'autre. Et je remercie Nicolas Stemann d'être avec nous aujourd'hui. Je dirais que ce qui m'a frappé dans la mise en scène, je dirais l'immense mérite de cette mise en scène, qui débarrasse la pièce, je dirais, des lectures convenues, traditionnelles, voire nationales, avec un Méphisto qui n'a résolument plus les traits shylockiens du Faust, fût-il celui de Delacroix, c'est d'avoir intimement mêlé, physiquement, la chose s'entend, autant que mentalement, Méphistophélès et Faust, c'est-à-dire le couple formé par Faust et son compagnon. Et la technique théâtrale qui le rend sensible, ce qui a été choisi et ce qui est porté à incandescence par le jeu des acteurs, par un jeu, je dirais, au corps à corps des acteurs, un jeu toujours en mouvement de leur part, c'est d'avoir reporté souvent, à plusieurs reprises en tout cas, sur l'un des acteurs les répliques de l'autre, en lui faisant porter, lui faisant exprimer la voix de l'autre, en même temps que la sienne, ayant ainsi dédoublé la propre voix de l'acteur. Donc lui avoir incorporé l'autre comme une sorte d'autre lui-même. L'exemple frappant de cela se trouve au début de la deuxième partie du spectacle, lorsque c'est Marguerite elle-même qui alterne, seule en scène, les dialogues échangés entre Faust et Méphisto. Bref, c'est une mise en scène qui transforme la scène en un dialogue intérieur, une sorte de tempête sous un même crâne, entre lui et moi, pour parler comme Diderot, dont Goethe, comme vous le savez, avait fait le premier, la traduction en allemand, qui a été l'édition originale du Neveu de Rameau, qui a existé d'abord par la traduction de Goethe, avant d'être, sur la traduction de Goethe, retraduit en français, et avant d'être à la fin du XIXe redécouvert dans l'original qui se trouvait en Russie. Et du même coup, la mise en scène de Nicolas Stemann transforme la scène elle-même en cette autre scène qui se joue énigmatique, irrésolue, au sein de la subjectivité. Et cela à tel point, je dirais, qu'il n'y a même pas de décor. Qu'il y a quelques ustensiles, enfin, Nicolas Stemann répondra s'il n'est pas d'accord avec moi là-dessus, il y a quelques ustensiles qui sont là, et au fond rien d'autre qu'un plateau technique. Donc rien d'autre n'accroche l'attention, n'accroche le regard que ce que j'appellerais ces corps parlants, cette présence physique en mouvement, ces paroles en action, pour ne pas trancher entre l'interrogation de savoir s'il faut dire au commencement était la parole, der Wort, ou bien c'était l'action, die Tat. Et c'est par quoi ce théâtre met en relief, dans son intégrité, sinon dans son intégralité, le texte même de Goethe. Et c'est peut-être est-ce le moyen de se retrouver dans cette histoire dont la complexité, comme vous le savez, défie la raison et les commentaires. Et c'est très modestement aujourd'hui que je vais essayer d'aborder un peu au moins une question posée par ce texte de Faust.
il faut essayer de démêler un écheveau complexe où s'entremêlent plusieurs choses. D'abord, tous les fils de toute une vie, puisque l'œuvre en question se déploie, nous verrons rapidement, se crée, se modifie pendant une période de 60 années. C'est également les fils de toute une tradition qui remonte au Moyen-Âge, qui passe par la littérature populaire, que l'on retrouve à travers le théâtre des marionnettes. Dieu sait si Goethe aimait justement depuis son enfance les marionnettes. Ça remonte au pacte avec le diable, ça remonte à la présentation des sorcières gothiques, et ça sera transformé ensuite à la période de l'humanisme et de la réforme luthérienne dans le fameux Volksbuch, le livre populaire édité à Francfort en 1587. Et puis il y a tous les Volkslied, ici les chants populaires. C'est également les fils de ce maelstrom qui agite la fin du XVIIIe et le début du XIXe. C'est d'abord la période dite du Sturm und Drang, c'est-à-dire à la fois la tempête, l'orage, la tempête, et Drang, vous savez, c'est le mot qu'on devrait traduire pas par passion, parce que passion, ça suppose quelque chose de passif, mais au contraire, les drive en anglais, les pulsions. Donc je dirais plutôt orage et impulsion, orage et impétuosité. Et puis nous sommes au temps des Lumières, au temps de la raison. Goethe est un fervent de Kant, de Rousseau. C'est aussi un homme des sciences, et c'est présent dans le texte de Faust. Et c'est aussi avec Goethe le retour ou l'avènement d'un classicisme allemand dont l'exemple est la merveilleuse Iphigénie en Tauride et les références que vous verrez ici à Sophocle et à Homère. Donc tout cela change le sens des mots, tout cela change aussi la valeur des termes de cette ancienne tradition du pacte avec le diable qui nous venait de loin. Et Goethe, c'est tout ça à la fois. Même s'il le récuse, c'est toujours Werther. C'est les sciences physiques, naturelles, géologie, botanique, minéralogie, morphologie, optique. C'est Shakespeare, c'est Sophocle. Alors comment se retrouver dans ce qui est au fond comme un chaos? Et je dirais que c'est ce chaos, ce sont ces contradictions qui font aussi la modernité, la force actuelle du texte de Goethe, cette force de questionnement qui n'a pas fini de se prolonger, d'avoir des échos, et cette force d'étonnement, parce qu'au fond l'étonnement était pour Goethe lui-même peut-être le dernier mot de l'art. C'est ce côté-là qui m'intéresse, non pas bien sûr le dignitaire de Weimar, le franc-maçon, l'âme allemande et tutti quanti. D'ailleurs, je dirais que l'inconvenance un peu provocatrice du spectacle, sans concession, en liberté, comme au fond en est capable la jeune création théâtrale allemande, ça fait justice de ces clichés sur Goethe. Alors, puisque j'essaie de démêler ces fils, rapidement, là je n'innove pas, juste pour vous redonner quelques cadres, si vous les avez déjà présents en tête, sur la genèse du Faust. Vous savez que Goethe est né en 1749 à Francfort. D'ailleurs, à l'âge de 10 ans, il va connaître, ça peut-être, il faut vous le remémorer, la fameuse guerre de 7 ans, hein, France-Autriche contre Prusse et Angleterre, qui a été la première guerre mondiale. C'est là où la France a perdu notamment toute son Amérique. Il fait des études à Leipzig en 1965, de droit, puis à Strasbourg en 1770. Et à partir de 1775 jusqu'à la fin de sa vie, il est à Weimar, il est l'ami proche, le conseiller, le ministre même officiel du duc Charles Auguste. C'est cette carrière officielle qui s'accompagne aussi de direction de théâtre, le théâtre de Weimar qu'il crée depuis 1791. Qui sera, un nouveau théâtre sera ouvert en 1798. En 86-88, il fait un voyage en Italie, revient à Weimar, et vous le savez, il meurt en 1832 à 83 ans. Alors, dans cette vie, la genèse de Faust occupe,
répartis sur une période de 60 années. On a redécouvert, grâce à une copie qui a été faite à Weimar par une demoiselle de la cour en 1775, on a redécouvert un Urfaust, un Faust primitif, qui remonte à peu près aux années 1772. Donc on commence à 1772 et on va terminer en 1832. Il va reprendre cette première version, le Urfaust, dont vous avez d'ailleurs le texte dans cette excellente édition que vous trouvez en bas à la librairie de l'édition Bartilla, de Lacoste et Le Rider. Le Urfaust, il va le reprendre alors qu'il est à Rome, dans son voyage en Italie, en 86-88, et qui va l'amener à publier en 1790 Faust, ein Fragment, un fragment de Faust, et qui est désormais versifié, qui est tout en vers. Et puis vous sautez encore 7 ou 8 ans, en 97, là en témoigne la correspondance entre Goethe et Schiller autour du projet Faust. On a un schéma qui date de 1800, et puis ce travail-là sera publié en 1808 sous le titre de Faust, première partie. Et là encore, vous devez sauter une quinzaine d'années avant de vous retrouver, avant qu'il reprenne son texte, pour écrire la deuxième partie, celle qui a été représentée à Avignon, mais qui n'était pas actuellement reprise ici à la Comédie. Et là, en 1824-1825, il se remet au travail, il publie l'acte 3 de Faust, du deuxième Faust, en 1827. C'est l'acte qui comprend Hélène, qui était pressentie déjà en 1800. 3 ans de plus pour écrire les actes 1 et 2, entre 1827 et 1830. Le 5e acte au printemps 1831. Et enfin le 4e acte à l'été 1831. Et il décède, comme vous le savez, le 22 mars 1832. Et selon sa volonté, puisque le manuscrit est scellé, selon sa volonté, l'œuvre est publiée simplement à titre posthume en 1832. C'est donc l'œuvre d'une vie entière qui en intègre tous les centres d'intérêt, l'art, la littérature, les sciences, la philosophie, la société, la politique, qui témoignent de la curiosité infinie de Goethe, et ce qui faisait dire à Madame de Staël, dans son ouvrage de l'Allemagne, paru en 1810, Goethe ne s'est astreint dans cet ouvrage à aucun genre. Ce n'est ni une tragédie, ni un roman. Il a abjuré dans cette composition toute manière sobre de penser et d'écrire. Et Goethe, d'ailleurs, dans sa correspondance avec Schiller, en 1997, parlera de cette œuvre comme un monstre de composition barbare. Madame de Staël toujours, pas dans le même sens, une telle composition, écrit-elle, doit être jugée comme un rêve. Et si le bon goût veillait toujours à la porte d'ivoire des songes, référence à Virgile aux portes de cornet d'ivoire, pour les obliger à prendre la forme convenue, rarement il frapperait l'imagination. Au fond, elle dit, si on voulait imaginer le contexte, si on voulait imaginer une période dans laquelle le texte de Goethe pourrait être vraiment, au fond, conçu, ce serait une période qui serait, dans le domaine intellectuel, l'équivalent de ce qu'a été la période de chaos matériel. C'est dans ce chaos intellectuel, au fond, qui serait le milieu ambiant dans lequel Goethe, au fond, composerait son œuvre. Alors évidemment, comment retrouver le fil ? Je propose de nous centrer sur le pacte avec le diable. C'est la seule petite question sur laquelle j'oserais avancer aujourd'hui, tant l'œuvre est riche et me demanderait des années d'efforts. Que veut Faust et à quoi sert le diable ? Alors, il n'est pas inutile de reprendre dans ce cadre-là le fil de la tradition. Elle est double, tradition médiévale, puis tradition réformée luthérienne. Le Moyen-Âge s'appuie sur des légendes anciennes. Ça remonte très haut.
ça remonte jusqu'au fameux Simon le Mage, un Samaritain, le rival de Saint Pierre, qui se déclarait aussi fils de Dieu, le premier gnostique, le père de toutes les hérésies, nous dit-on chez les pères de l'Église. Il se promenait avec lui, et il promenait avec lui une femme qui répondait au nom d'Hélène, qui avait été trouvée dans un lupanar de Tyr et qui incarnait la pensée déchue de Dieu, qu'on appelait aussi Sélénée, Sélénée la lune, Hélénée, Hélène, n'est-ce pas, et en qui se réincarnait l'Hélène de Troie. Vous verrez pourquoi je vous en parle, même si ça ne devrait vraiment intervenir que lorsque l'on aborde la deuxième partie du Faust, l'acte 3, où Hélène va être donc avec Faust. Et puis, la vie d'un saint. Évidemment, les vies de saints, vous les connaissez mal à Genève, mais c'est la vie de Saint Cyprien d'Antioche. C'est un magicien qui avait, un évêque bien sûr de Carthage, il avait conclu un pacte avec le diable, tout simplement pour posséder la belle Justine, quel nom prédestiné, une chrétienne inébranlable, qui va finir par son martyre, par le convertir. Alors voilà, et puis ça c'est pour l'Antiquité, et si nous faisons un saut au XIIIe siècle, vous avez les scènes du miracle de Théophile, que vous trouvez au tympan du portail latéral nord de Notre-Dame de Paris, et vous avez l'œuvre du très grand poète Rutebeuf, le miracle de Théophile en 1261. Brièvement, c'est un clerc, Théophile, qui est furieux parce que son évêque l'a privé de ses ressources matérielles, et donc il accuse Dieu, dans des termes assez blasphématoires, de le laisser périr de misère. Évidemment, surgit un diable, un certain Salatin, ou Saladin, qui, nous dit-on, parlait au diable quand il voulait. Alors c'est le magicien entremetteur, un nom qui nous ramène du côté des Sarrasins, évidemment, dans le contexte ici des croisades, mais qui, dans la tradition, était un juif. Sur le tympan du portail nord de Notre-Dame, le démon a ici les traits et les caractères du juif, dont se souviendra la tradition qui aboutira au Méphisto que vous retrouvez même chez Delacroix. Et Salatin promet à Théophile de rétablir la situation s'il renie Dieu. Alors il fait allégeance au diable dans une charte, devant le diable lui-même, et il promet de suivre ses commandements. Il ratifie évidemment la charte de son sang, et puis il est pris de remords, de désespoir. Il adresse une prière à la Vierge, et la Vierge va céder à son ardente prière, et elle arrachera la charte des mains du diable. Deux remarques simplement sur ce que je vous ai présenté rapidement. Le fait que le diable procure la satisfaction matérielle, les honneurs et la richesse. Théophile est vraiment prospère. Ou il apporte les satisfactions sexuelles. Rappelez-vous Justine pour Saint Cyprien. Le salut vient de la Vierge, qu'il s'agisse de la Mère de Dieu ou qu'il s'agisse d'une Vierge martyre. C'était le cas pour Cyprien. Alors si nous faisons un nouveau saut maintenant, qui nous ramène à la légende elle-même de Faust dans l'Allemagne au temps de la Réforme. On a, alors là, je prends les indications et informations, il y a une histoire de Faust par Joël Lefebvre, et vous avez aux éditions Drault la traduction de ce texte allemand de 1587, française, l'histoire prodigieuse du Docteur Faust, publié par Yves Cazot. On a deux anciennes rédactions, par conséquent, en 1587, à Francfort. L'anonyme de Wolfenbüttel, d'une part, et de l'autre, le Volksbuch, le fameux Faustbuch, le livre populaire, imprimé par Johann Spiess, et qui est peut-être dû au principal fort lettré du collège de Speyer, Andreas Frey. Ce Faustbuch de 1587, dans la ville natale
de Goethe connaîtra en 12 ans une vingtaine d'éditions. Alors, l'histoire mérite d'être là aussi un instant examinée et comptée, toujours pour nous rapprocher de ce que justement ne fera pas Goethe, hein, mais comprenons bien par la différence ce dont il s'agit. C'est un personnage historique, le Faust en question. Autour de 1544, mourut un homme de grand âge, ça veut dire qu'il est probablement né vers 1480, qu'on appelait Johannes Faustus et parfois Georgius Sabellicus quand on mettait l'accent sur la sorcellerie. Dès l'année 1507, donc 10 ans avant les fameuses thèses de Luther, des humanistes, des seigneurs, jusqu'au prince-évêque de Bamberg, vont parler de lui, s'interroger sur lui, le consulter, par exemple sur l'issue des guerres de l'époque. Et deux personnages importants du XVIe siècle, cette première moitié du XVIe siècle, en sont les témoins. Jean Vire, qui est le célèbre médecin du duc de Clèves, un des esprits les plus éclairés de ce temps, en même temps un disciple du fameux Agrippa de Nettesheim, philosophe de l'occulte, qui écrit sur les illusions et impostures du diable. Et puis, bien sûr, le très grand Mélenchon. Vous savez que Mélenchon, c'est le nom hellénisé de Philippe Schwarzerd, donc la terre noire, hein, en grec Mélenchon. Mélenchon qui devint le chef de l'église luthérienne après Luther. Et c'est Mélenchon qui a cru déceler, lui le premier, dans l'inquiétant Faustus, les traits du Simon le magicien dont je vous parlais tout à l'heure dans les hérésies gnostiques. Et donc, ce magicien qui avait tenté d'usurper la qualité de fils de Dieu. Donc vous voyez tout ce qui est déjà à l'arrière-plan de notre histoire. Ce Faust historique était introduit à la cour des empereurs, Maximilien Ier et aussi Charles Quint. Il exerçait des dons de magie, il fit apparaître, alors est-ce qu'à travers des lanternes, on ne sait pas trop, il fit apparaître l'épouse morte et regrettée Marie de Bourgogne, il fit apparaître Alexandre le Grand, et au demeurant, c'était, nous dit-on, un mauvais garçon, truculent, un pilier de taverne, toujours prêt à tourner en dérision les grands et les riches, quelqu'un qui va être adopté par la paysannerie, quand il vagabonde à travers le pays, et dont les étudiants suivent l'enseignement. On est, rappelez-vous, dans ce climat terrible de la révolte paysanne, des révoltes paysannes allemandes, que célébrera Engels d'ailleurs, avec Marx beaucoup plus tard. Peut-être les premiers écrits sur Faust, alors ceux de 1587, quelques années après l'existence historique de ce personnage, peut-être les premiers écrits sur Faust, d'origine luthérienne, ont été destinés à conjurer l'influence de cette légende en insistant sur la perdition du héros lui-même. Alors, notez quand même bien les concordances de dates qui sont intéressantes. Faust, 1480-1544, le personnage. Luther, 1483-1546. Rabelais, 1483-1553. Et le très grand médecin et alchimiste suisse, Paracels, 1493-1541. Nous sommes dans une période entre la Réforme et les révoltes paysannes, une période qui va aussi connaître non seulement le rire, mais l'occultisme. Là aussi, on pourrait faire, si on poursuit d'une génération, vous aurez le génial cordonnier de Görlitz, Jacob Böhm, bon, vous aurez le souabe Valentin Andréae, celui qui crée les Rose-Croix et que célébrera Jung, Carl Gustav Jung. On est dans une période de climat d'inquiétude, de bouillonnement, qui va d'ailleurs aboutir à la guerre de 30 ans, terrible guerre de 30 ans, en 1618-1648. C'est quand même de ce terreau que va sortir beaucoup plus tard la métaphysique, l'idéalisme et le romantisme allemand. Alors que trouve-t-on dans le Faustbourg ? D'abord, le magicien va obtenir, à la dernière année de son pacte,
de pouvoir jouir réellement de la belle Hélène de Grèce, dont il avait su, par nécromancie, susciter l'ombre sublime devant ses étudiants. C'est le pouvoir des professeurs de l'époque. Dès le début d'ailleurs de l'histoire, le diable qui se met à son service lui procure une vie tout à fait épicurienne, jour et nuit de belles femmes, lascivité et luxure sans fin. Et quelle était au départ quand même la raison de ce pacte? On nous dit que cette tête folle et orgueilleuse, qui était animée d'une inlassable curiosité, qui avait tout étudié, la théologie, la médecine, qui était astrologue, mathématicien, recherchait tous les secrets des cieux et de la terre. Et quand il a fait son pacte avec le diable, il en profite pour parler, pour converser avec le diable, et il l'interroge sur la chute des anges, sur l'enfer, sur la physique des 4 éléments, l'air, la terre, l'air, l'eau et le feu, physique des 4 éléments qui est la base physique de l'alchimie, comme vous savez, à cette période. Sur la création et sur les sphères célestes, sur la chute elle-même, et il interroge le diable avec un esprit mélancolique, nous dit la traduction française, parce qu'au fond, il est animé de cette inquiétude. Et donc, il conjure le diable de parler avec lui pour lui révéler tous ses secrets, selon le pacte, là encore, qui a été ratifié par son sang. Alors, son serviteur délégué, d'ailleurs, par le diable, lui fera survoler le monde habité, y compris Genève, qui est mentionné, ça en vaut la peine, dit le texte, dans un voyage ailé, et ce serviteur, c'est lui qui a le nom de Méphistophélès. Alors, Méphistophélès, ça veut dire, c'est la même racine que le mot méphitique, hein, c'est-à-dire, méphitis, les exhalaisons sulfureuses. Ou comme on traduisait à l'époque, la puanteur des caves ensoufrées. Et c'est ça, le nom de celui qui aime, par conséquent, la puanteur sulfureuse. Donc, vous voyez que dans la légende de Faust, ce qui se conjoint dans ce pacte qui est ratifié par le sang, c'est à la fois la libido sciendi, le désir de savoir, de découvrir les secrets auxquels on n'a pas accès, les arcanes de la nature, hein, de la terre et des cieux, et la libido tout court, hein, celle des jouissances sexuelles. Qu'advient-il de tout cela dans le Faust de Goethe? Là, je dirais qu'il y a une profonde transformation de la nature du pacte. Bien sûr, on a encore la taverne d'Auerbach qui existe, paraît-il, toujours à Leipzig, on dit. Les jouissances vulgaires, les illusions de l'amour, après le filtre et la fascination de l'image. On a aussi les scènes médiévales de la sorcellerie, les scènes de magie, le pentagramme, la clé de Salomon, pour évoquer les esprits, le signe du macrocosme. Là, on est vraiment dans le 16e, dans la renaissance des sciences occultes. C'est aussi le cas pour les sorcières et les sabbats, mais déjà là, il y a un autre esprit. D'emblée, dans ce Faust, se trouvent discrédités tous les savoirs livresques. Cet amas de livres et de papier, dans une pièce qui est fermée, pièce gothique, pièce qui est présentée comme une prison, comme un cachot. On commence avec un cachot, celui de Faust, on termine avec un cachot, celui de Marguerite. Et ce que cherche Faust, c'est à sortir des murs. Il cherche à aller dans le vaste monde, aller dans la nature vivante. C'est le premier grand, le monologue de Faust. C'est de libérer en lui tous les mouvements de la vie. Il faut le sentiment, il faut l'inspiration, il faut la nature. Et même au milieu du drame de Marguerite, dans le deuxième moment de cette première partie, dans le tableau qui s'intitule Forêt et caverne, qui est rédigé d'ailleurs en Italie, tableau sombre, alors qu'il est ici dans le soleil romain, qui nous montre le savant
en train d'étudier les plantes et les roches au sein de la nature. Ce savant a tout à fait les allures de Goethe lui-même. C'est cela, naviguer librement dans les veines de la nature. C'est cela qui consiste à saisir la longue chaîne des vivants, et comme dit Faust, à reconnaître mes frères dans le buisson tranquille, dans l'air et dans les eaux. Alors, je dis, c'est une figure de Goethe lui-même, en savant des Lumières, mais animé par toute l'énergie d'un homme de la Renaissance. C'est sa théorie de la morphologie des êtres vivants. Et d'ailleurs, ce qui est piquant, c'est que lorsque le diable, lorsque Méphisto l'emmène sur son manteau volant pour son voyage au-dessus du monde, le manteau volant monte grâce à de l'air inflammable, c'est-à-dire ça nous renvoie à la découverte des montgolfières qui apparaissent en 1783-84. Donc s'il y a un savoir désirable, c'est celui des formes de la vie, c'est celui de la nature vivante, c'est la source même de cette énergie vitale. S'il y a une vie désirable, c'est la vie qui nous ouvre largement au monde, à l'action dans le monde. Il y a là un élan prométhéen. Goethe écrit sur Prométhée, Hölderlin lui écrit sur Empédocle, chacun le sien, c'est pas pareil comme vous le voyez. D'ailleurs, Goethe n'appréciait pas Hölderlin, mais c'est pas grave, Goethe s'est toujours trompé sur l'essentiel de ses contemporains, sur Heine, sur Kleist, etc. Ça n'enlève rien à son génie. Et c'est donc un rêve de totalité. Il s'agit, dit-il encore, d'éprouver l'existence humaine dans toutes ses dimensions, dans le bien comme dans le mal, dans les joies comme dans les plus profondes douleurs. C'est un désir d'exister. Là, on a envie de l'écrire enfin, c'est un bateau, mais enfin, de le redire, c'est d'exister, n'est-ce pas, de sortir de soi. C'est un désir d'intensité, un désir d'infini, qui implique que l'on ne se tiendra jamais en repos, qu'on est toujours en mouvement. Toujours cette violence du Sturm und Drang derrière cette attitude goethéenne. Vous voyez que nous sommes très loin des convoitises d'or, d'honneur, même de femmes, que l'on trouvait dans les légendes antérieures et dans les vies de saints. L'attachement au bien de ce monde, l'impossibilité de s'ouvrir au royaume de Dieu, ça c'était la version traditionnelle de Faust. Il n'y a pas d'au-delà pour Faust. Ma joie, dit-il, appartient à la terre. Mes peines, c'est le soleil qui les éclaire. Et c'est là, c'est à ce point, que vous comprenez pourquoi le pacte traditionnel change de nature. Bien sûr, le mot de pacte est prononcé à un moment où Méphisto reconnaît qu'il ne peut pas franchir le seuil parce qu'il y a quand même des lois qui existent, il est contraint même en tant que diable, et Faust lui dit, ben alors s'il y a des lois, donc on peut conclure, donc il y a une forme juridique, on peut conclure un pacte ensemble. Mais c'est tout. Cette phrase est prononcée, et puis Méphisto disparaît avant de revenir. Bien sûr, on va garder ensuite les formalités de la ratification sur parchemin avec le sang. Encore que Faust s'en moque en disant « le premier papéier venu fera l'affaire ». Beaucoup d'importance. En réalité, ce n'est plus le diable qui propose un pacte, c'est Faust qui propose un pari au vers 1698. Et ce pari est un défi. Ça ne consiste pas à dire « je suis au diable, je suis la créature du diable », comme Théophile ou Cyprien, s'il me procure des richesses et des plaisirs. Ce n'est même pas dire, comme dans le Volksbuch, « j'appartiens au diable », s'il m'initie aux arcanes du savoir et de la création du monde. Ce n'est pas ce que cherche Faust. Mais il consiste à dire « je marche avec toi si tu entretiens la flamme, l'élan de mes insatisfactions et de mes désirs. Je marche avec toi si tu attises le feu qui brûle en moi,
si, grâce à toi, si, me relançant sans cesse, je ne me trouve jamais en repos, mais que je suis toujours en mouvement, dans l'effort d'une recherche qui est permanente et qui est une errance. Et les mots allemands sur lesquels les traducteurs comme Le Rider ou Lacoste insistent, c'est ça, streben, s'efforcer vers quelque chose, tendre vers quelque chose. Irren, le fait d'errer. C'est les deux verbes qui reviennent constamment dans les propos de Faust. C'est donc ce mouvement infini, pour citer Faust, qui me fait passer du désir à la jouissance et qui, dans la jouissance même, me fait languir de désir. Le diable est mon allié pour faire de moi, comme on disait à l'époque de l'anti-Édipe de ce cher Félix Guattari, un individu désirant. Parce que reposer, tomber dans un lit de paresse, l'expression est de Faust, céder sur son désir, dirait-on chez les lacaniens, eh bien ça, c'est être esclave. Si je m'arrête, alors soit que je m'anéantisse. C'est ça la nature du défi que lance Faust à Méphisto. Alors jusqu'à présent, c'était le diable qui venait et qui proposait un pacte. Si tu te donnes à moi, tu auras tout ce que tu veux. Et c'est là, c'est ça qui me tracassait depuis tout le temps que j'essayais de vous dire quelque chose sur ce Faust, c'est là tout le paradoxe de l'affaire. Un paradoxe que Madame de Staël, admirable critique littéraire, dans son De l'Allemagne qui paraît en 1810, dont Napoléon disait « ceci n'est pas français ». Et donc il intimait l'ordre à son préfet de police de pilonner, et de chercher tous les exemplaires et de pilonner tous les ouvrages de l'Allemagne de Madame de Staël. Alors elle arrivera à le ressortir grâce à un manuscrit qui avait pu échapper et qu'elle fait publier en Angleterre. Elle était venue rendre visite à Goethe en décembre 1803 et en janvier 1804 et elle s'entretient avec lui. D'ailleurs, il l'apprécie beaucoup, elle l'énerve un peu parce qu'elle est tellement volubile qu'elle dit qu'il faut se transformer en oreille pour l'écouter. Mais enfin, elle a mis en lumière admirablement cette affaire. Pour elle, dans le chapitre qu'elle consacre à Faust dans De l'Allemagne, elle dit c'est le diable, c'est le méchant qui est le héros de cette pièce qui s'intitule, dit-elle, Le docteur Faust ou la science malheureuse. Faust, comme il se définit lui-même, citation célèbre, c'est l'esprit qui toujours nie. Donc celui qui tourne en ridicule l'intérêt que l'on peut prendre à quoi que ce soit au monde, qui tourne en ridicule plus encore la confiance en soi dont on pourrait se prévaloir. Madame de Staël dit ceci: c'est une chose singulière que la méchanceté suprême et la sagesse divine s'accordent en ceci. Elle s'étonne. Elle dit aux deux extrêmes, voilà, la méchanceté suprême et la sagesse divine, ça converge vers le même résultat. Elles reconnaissent l'une et l'autre le vide et la faiblesse de tout ce qui existe sur la terre. Mais l'une, c'est pour nous dégoûter du bien, l'autre, bien sûr, pour nous élever au-dessus du monde. L'une pour accomplir la destruction, déjà Sade, l'autre pour ouvrir le royaume. Au fond, on pourrait dire Méphisto et Saint-Augustin de confession, même combat. Rien ici-bas ne pourra nous satisfaire. C'est ce grand mouvement début des confessions où Augustin dit « Tu nous as créés pour toi, ô mon Dieu », et donc rien de ce que ce monde me présente ne peut me satisfaire. C'est la définition du désir qui apparaît dans les confessions de Saint-Augustin. Pour Madame de Staël, finalement, c'est la même chose, même si elle ne cite pas ici Saint-Augustin. Le paradoxe qui introduit le défi de Faust, le paradoxe du diable, consiste à guetter le jour où Faust cédera sur son désir, se satisfera de l'instant, alors que le diable, justement, ne cesse de le relancer sans fin, de remettre constamment en mouvement la machine désirante.
Et justement, c'est ce que formule le prologue dans le ciel au tout début de l'œuvre, c'est-à-dire intervenu dans la version du premier Faust. Le diable dit à Dieu, il se rejoue une partie qui est celle du livre de Job dans la Bible, n'est-ce pas, où Satan dit Job, ce juste, laisse-le-moi et tu verras, je le ferai renier Dieu. Et le diable dit à Dieu, que pariez-vous? Donc le mot de pari apparaît dans le langage du diable, de Méphisto, quand il parle avec Dieu, avec le Seigneur. Celui-là, vous le perdrez encore si vous me laissez faire. Et Dieu laisse faire. Dieu très las. Il est grottant, enfin un peu comme on le montre dans la pièce qui a été représentée. Dieu laisse faire, dit-il, parce que l'homme erre aussi longtemps qu'il cherche. On retrouve ces deux verbes, irren et streben. L'homme est donc fait. C'est là que j'essaie de chercher, de définir, d'enserrer ce qui serait le point vif de cette pièce. L'homme est fait de cette tension entre l'erreur et l'effort vers la vérité. Et c'est pourquoi la voie de l'erreur est inévitable. C'est pourquoi elle est nécessaire, pour qu'il y ait du cheminement. Pour qu'il y ait un cheminement qui peut s'égarer, mais qui pourrait aussi reprendre, qui sait, la bonne direction. Ça, c'est la condition humaine. C'est la condition même de l'homme. Cette tension entre deux contraires. Le mot est tombé de deux polarités. Jung se souviendra des polarités adverses, il se souviendra de Goethe. Et c'est cette condition que Faust reconnaît. Il dit au début, deux âmes, hélas, se partagent mon sein, l'une s'attache au monde, l'autre s'arrache à la poussière, portée vers de hautes demeures. Si l'on voit bien cela, alors Méphisto n'est que la voix. Il est la voix de cette tension, non pas d'un des deux termes, mais de cette tension elle-même que Faust porte en lui-même. Cette voix est son autre en tant qu'elle le révèle à son manque. D'où l'intérêt de ces échanges de voix dont je parlais tout à l'heure et qui m'ont tellement frappé dans la mise en scène du drame par Nicolas Steymann. Mais ce point de manque, cette marque du désir, est à situer entre deux pôles qu'on trouve à la fin et au début. Un pôle tragique et un pôle rédempteur, Erlösung, pour reprendre le mot que l'on trouve chez Goethe et que l'on trouvera bien sûr chez Wagner. Au moment où le jugement à la fin s'apprête à frapper Marguerite, elle est jugée, le Judicatus est, mais cette fois reporté de Faust sur Marguerite. Faust, à l'image d'Édipe, s'écrie « Oh, que ne suis-je jamais né ?» Le mets funaille d'Édipe roi retentit à la fin de la première partie du Faust. Ça, c'est un pôle, ce pôle tragique, qui fait que c'est une tragédie. Et de l'autre, vous avez le prologue dans le ciel, au tout début. Et là, le Seigneur évoque pour l'homme qui va être livré au diable une réalité qui pourrait déjouer toute condamnation finale. Va, dit-il au diable, écarte cet esprit, détourne-le, c'est-à-dire je te laisse l'entraîner dans cette voie de l'errance et de l'erreur. Écarte-le de sa source première, urquelle. C'est cette source originelle. Si quelque part elle n'est pas perdue, ça c'est presque une notion qu'on retrouve chez les gnostiques. Cette sorte de lumière originelle qui a été étouffée par la descente de l'âme à travers les sphères planétaires, s'alourdissant jusque dans la matière, n'est-ce pas, dans cette sorte de fascination vers le bas qui a permis d'oublier le royaume dont nous étions les exilés. Ce qui fait que le monde lui-même est mauvais, ce qui fait que le monde lui-même peut être perverti et détruit, ce qui fait que Simon le Mage est au-delà du bien et du mal,
puisque finalement le monde a été créé, le monde créé par le mauvais démiurge, par celui qui interdit à Adam et à Ève de goûter aux fruits de la connaissance. Ce Dieu-là est fondamentalement mauvais. Par conséquent, le bien que veut ce Dieu-là ne peut être que le mal. Donc, le véritable gnostique est indifférent au bien et au mal. Et c'est pour ça que Simon traverse les lupanars et entraîne avec lui Hélène. C'est quand même ça l'origine. Relisez l'ouvrage de Hans Jonas sur la religion gnostique. Eh bien, cette source première, si quelque part sa lumière n'est pas perdue, alors l'homme retrouvera ces habits de lumière que vous retrouvez à la fin du Faust, comme dans le chant de la perle, et là, il retrouvera cela au dernier moment. Par conséquent, rien ne sera perdu. Alors ça, c'est en attente. C'est comme c'est en attente, je vous laisse là, en espérant qu'on pourra retrouver ou revoir un jour le Faust complet. Il aura de nombreuses heures de travail, car la deuxième partie est extrêmement difficile. Je vous recommande l'ouvrage de Pietro Cittati sur Goethe, que vous trouvez d'ailleurs en bas également. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce pacte, avant que nous en parlions avec Nicolas Stemman, parce que je voulais lui demander s'il peut rejoindre à cette occasion. Je voulais lui demander quels étaient au fond ses choix, les partis qu'il a pris dans la mise en scène elle-même, dont je n'en ai relevé qu'un seul, c'est-à-dire la façon dont les voix pouvaient être reprises par un acteur, les voix de l'autre reprises par un acteur. Il y a aussi une certaine façon de laisser de côté les fantasmagories. La nuit de Walpurgis, on la voit pas. Est-ce que j'ai entendu le roi de Thulé? Je ne me souviens pas si la chanson. Là, on l'a entendu, c'est ça, oui. Parce que là, oui, celle-là, elle était là. Mais pour Walpurgis, je ne l'ai pas vue, et c'est une question pour laquelle, évidemment, c'est une question que je voulais vous adresser. Alors, c'était deux questions pour oui, la forme. Voilà. L'idée de la forme vient de, excuse-moi, mon français est à une base très dépendable du forme. Du matin, c'est plus mauvais que le soir. Alors, le soir, il parle très bien. Je vais l'essayer, sinon je vais le faire en allemand. La forme vient d'une idée. Quand j'ai commencé de travailler avec ces textes, j'avais l'idée, c'est un grand monologue. C'est un monologue intérieur, c'est une stream of consciousness, c'est une chose qui est très monologique. Et ça a donné la possibilité de faire toutes ces choses très concrètes, d'une manière, dans une concrétion psychologique, si vous voulez, séculaire, tout ça, et à l'autre manière, laisser la langue entière, pas détruire la langue. C'est la tendance dans le théâtre moderne est toujours de moderniser les choses, et les spectateurs disent, et les professeurs disent pourquoi vous détruisez les pièces, ils sont bien comme ils sont écrits, et pourquoi vous modernisez tout. Je comprends ça très bien, cette position. L'autre position est ici, qu'est-ce que c'est la pièce comme c'est écrit? Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on faire ça dans une scène? Et ce dilemma, c'est un dilemma qu'on a, où si on fait une pièce classique dans notre temps. Il faut faire une connexion, mais comment peut-on le faire? Et ce principe que j'ai choisi ouvre une possibilité pour ça, je crois, parce qu'on voit des personnalités très modernes, on voit des acteurs modernes, ils font des choses très modernes, mais ils ne détruisent pas le texte parce qu'ils ne prétendent pas d'être le texte. Ils sont les acteurs, ils sont notre
Zeitgenossen, contemporains. Ils sont notre contemporains, ils sont comme nous, mais ils lisent le texte. Et le texte est une autre chose. Ils ne sont pas le texte, ce n'est pas une identité. Et pour ça, c'est la première chose qui se passe. Quelqu'un qui lit le texte. Et comme ça, on peut laisser le texte dans l'original. Et d'une autre manière, on voit des gens qui sont comme nous et on peut communiquer avec ça. On peut l'entendre et c'est pas trop mystique. Il ne faut pas avoir étudié beaucoup pour ça. Il ne faut pas être intellectuel pour l'entendre. On peut l'entendre concrètement et simple dans une manière. Et entre ces deux Spuren, ces deux tracks, traces. C'est d'ailleurs symbolisé, ce que vous disiez au début, par le fait que l'acteur, pour les prologues, vient avec le livre entre les mains. Il lit le livre. Il va le marmonner même dans un coin, par derrière. Et ça nous donne, parce que normalement, si la pièce est faite aujourd'hui, normalement les gens coupent beaucoup plus que nous avons coupé. Comme ça, on peut... Parce que c'est une construction aussi un peu bizarre. On a une dédication, on a deux prologues. Un prologue sur le théâtre où on parle qu'est-ce que c'est le théâtre, qu'est-ce que c'est. Un prologue dans le ciel. Il y a, je crois, 20 ou 30 pages aux appearance de Auftritt. Hein? Oui, apparaissent de Faust. La pièce commence après 20 minutes ou quoi. Et tout ça, on peut le faire parce qu'on peut déjà faire des choses. Normalement, les gens coupent là-bas. Et pour ça, on est beaucoup plus proche de l'original qu'autre mise en scène contemporaine. Mais vous l'avez noté que nous avons changé des choses. Et c'est la première question qui vient. Bon, on est très très proche de l'original, mais dans ce point vous avez raison. Il y a aussi un autre point. Je peux commencer avec ça, c'est Auerbachskeller. On a coupé beaucoup dans Auerbachskeller. Oui, la caverne de Auerbach, le bar. Et là, je veux commencer avec ça. Oui. Mieux de le faire pour juste après. J'ai choisi une manière de... je crois que c'est la seule scène aux premières parties de Faust où on n'use pas seulement l'original, le texte original. Tout le reste est original, but on a presque coupé rien, un peu, on a changé un peu de choses, mais pas beaucoup. Ici, on a usé un texte de littérature secondaire, secondaire littérature, où quelqu'un parle sur la scène. Et ça, c'est parce que cette scène est pleine, c'est un peu comme Faust 2, c'est plein de références qui sont très intéressantes, qui sont très entendables, mais pas pour nous. Si on n'a pas les références, on ne peut pas... Et comme ça, ce sont des étudiants qui parlent des choses un peu étranges, et ils chantent des chansons, et c'est tout. Normalement, cette scène ne fonctionne pas dans le théâtre. Si on le fait comme Peter Stein, je ne sais pas si vous avez cette référence, Peter Stein, il a fait le Faust entière il y a 10 ans avant nous. Il avait le dogma, je ne vais pas changer un mot, je ne vais pas couper. C'était 30 heures ou quelque chose comme ça. Et beaucoup de scènes étaient très difficiles pour entendre. Pour moi, c'était très près de l'original. Les mots étaient les mêmes, mais la pièce, l'énergie de la pièce était très loin. Et si on le fait, cette scène, dans la manière Peter Stein, on dit tous les mots, on ne peut pas suivre, on peut pas, ça ne dit rien. Et pour ça, j'avais toujours, parce que cette manière de mise en scène est un échange avec le texte, mais aussi une bataille. C'est aussi on battre, oui, ensemble. Nous sommes ici, le texte est là. On crée une énergie entre ces deux pôles. Alors, il y a aussi des conflits. Et avec cette scène, par exemple, j'avais agression pour ça, parce que j'ai dit, je comprends ça. Je sais que si on fait un discours comme au moment,
on peut parler de ce texte, mais ça ne m'aide pas si je dois le mettre en scène. Et ça n'aide pas les spectateurs, seulement les spectateurs qui ont étudié très bien. Et c'est pas la plupart. Et pour ça, j'ai choisi ça. C'est aussi un geste un peu agressif. Le geste, on crée l'énergie d'un bar, l'énergie d'une discothèque, un Berghain à Berlin, qu'est-ce que c'est un nightclub. Mais on fait toute cette éducation, littérature secondaire, on va le parler dans ces énergies. Et pour moi, c'était la scène. C'était une manière de mise en scène, cette scène, parce que c'est plein de références intellectuelles et l'énergie, c'est très basse, boire et prendre des drogues et danser. Et la nuit de Walpurgis, je crois que ça peut être possible aussi dans ces manières. La première choix était après un point. On veut suivre Margaret. Et maintenant, c'est l'action de Margaret. Et Faust et Méphisto, ils viennent aller à la nuit de Walpurgis. C'est une grande fête, c'est une orgie. Mais ce que moi intéresse est le fait de ces orgies à Margaret. Et je crois on a coupé presque la scène. Il y a des phrases qu'on peut entendre. Ils sont eingespielt, aufgenommen. Ils sont enregistrés. Enregistrés et on voit les deux personnages, Faust et Méphisto, en projection. Et on écoute des lignes, des phrases. Mais vous avez raison, c'est très limité. Et je crois qu'on était trop proche de la première. On n'avait pas assez de temps parce que je crois dans ces manières, c'est aussi possible d'avoir plus de texte. C'est aussi possible d'avoir une autre scène de Margaret où la femme, l'actrice Patricia parle cette scène. C'était la solution pour ça correcte, je crois. Mais comme c'est aussi procès artistique, on avait la première à Salzbourg et on n'avait pas assez de temps, on a laissé comme ça, on a enregistré des phrases, j'ai dit ok, c'est aussi l'effet de cette scène pour Margaret, j'ai mis en scène. J'ai mis en scène aussi dans cette danse, elle fait le danse avec le danseur qui est après Valentine. Et ce que moi intéressait plus, pendant, il y a cette orgie et cette nuit de Walpurgis, cette fête grande. Pendant ça se passe, la famille de Marguerite mort. Et ça, c'est un peu l'effet de ça. Et moi, j'étais plus intéressé de la position de Marguerite qui est laissée à la maison, qui tue la mère, si vous voulez, qui tue l'enfant et tout ça. Pendant, il y a une grande fête, et Faust et Méphisto, ils ont un grand temps, un bien temps. Et cette énergie, donc, l'actrice est seule, c'est le monologue d'elle maintenant, et elle fait toutes ces choses avec le frère et tout ça. Mais pendant, on voit les projections, les images qu'on a fait pour la nuit de Walpurgis. Et on écoute la musique, c'est pas une musique de mort, c'est aussi une musique de fête. Et pour ça, c'est comme j'ai le fait ensemble. Et bon, après avoir eu la première, comme dans cette manière, j'ai décidé de les laisser comme ça. Je pourrais le changer, mais j'ai décidé, non, c'est bien, pour moi c'est bien parce que c'est l'intérieur de Margaret et elle ne sait plus de cette fête que ça. Ce sont seulement des images qu'elle voit dans le gala, dans le magasin. Au télé, Faust et Méphisto sont dans la gala de prix de film ou quelque chose comme ça et moi je suis à la maison et j'ai tué presque toute ma famille pour cet amour. Et ils ne s'en foutent. C'est l'effet
le fait de Nuit de Walpurgis en la mise en scène. Oui. Mais là, je vous remercie pour ça éclaire effectivement beaucoup la mise en scène et donc, comme je disais au début, cette façon de présenter, de garder le texte. J'aime bien cette idée de tension entre le texte d'une part et puis les acteurs ordinaires, les hommes ordinaires qui vont ici le traduire dans leur voix. Donc cette tension est fondamentale, puisqu'il y a une tension dans le texte même de Goethe, et en même temps cette façon de le projeter comme un immense monologue intérieur. Et ce que vous dites pour la Nuit de Walpurgis, c'est également extrêmement important, puisqu'au fond tout est vécu à ce moment-là à partir de Marguerite. C'est au fond ce qu'elle porte en elle qui est maintenant exprimé dans la scène elle-même. Sur les mouvements des acteurs, sur la présence des corps, est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur la façon dont les acteurs eux-mêmes vont évoluer sur scène, dont ils se rapprochent, dont ils s'embrassent, dont ils s'étreignent. Oui. Non, on répète aussi un petit peu. Oui. Non, le process de répétition était très intéressant en cette pièce parce que j'ai fait les deux parts de Faust et on l'a présenté ensemble. C'est une mise en scène de 9 heures, presque 9 heures. Et la première était les deux parts ensemble. Et pour ça, j'avais une grande période pour répéter. J'avais 2 phases de répétition. Et entre ces 2 phases, on avait presque 1 an du temps pour réfléchir. Et c'était une grande chance pour travailler. Parce que dans cette première phase, j'ai commencé avec ces 3 acteurs, sans décor et sans costume, parce que c'était pas nécessaire. Et j'aime les procès quand je travaille. Et ils sont toujours des décisions qu'on doit faire. La première est quelle pièce, la deuxième est quel acteur, la troisième est quel décor, parce qu'il faut faire ces décisions. Et après ça, c'est très difficile de changer ces décisions. Alors ces décisions, c'est bien s'ils sont corrects. Alors j'aimerais première faire une mise en scène et après ça, faire un décor. Et pour ça, Faust 2 a un peu plus de décor, mais cette idée, on a comme un laboratoire, un espace vide, seulement le boden, le sol et une table. Des autres choses sont seulement des meubles ou des choses qu'on a créées quand on l'a fait nous-mêmes. C'était pas les techniciens, on a fait comme ça pendant répétition. J'aimerais d'avoir ces procès et j'aimerais aussi montrer ces procès et que ces procès est un peu le style, la forme, que c'est pas prêt. Oui? Et comme vous avez dit dans votre discours, Goethe a dit cette pièce est prête, mais je crois seulement parce qu'il a senti qu'il va mourir. S'il y avait autre 30 ans, c'est encore plus loin. Alors, c'est jamais prêt. Cette question jamais solue, ce conflit n'est jamais fini. Alors, ce procès est en procès, c'est le décor. Et les répétitions, avec ces 3 acteurs, on a fait presque tout. Il y avait des semaines où on avait un décor naturalistique, on avait des meubles, on avait des frigo, une toilette, un lit, et on a pensé comment vivent Marguerite, par exemple, comment sont les chambres dans la maison de Marguerite, parce que c'est très intéressant, ils sont deux hommes dans son lit, et elle vient, comment l'architecture de cette maison, peut-être elle est dans l'autre chambre, dans une chambre très proche, et toujours très, tout ça. Pour ça, on a répété beaucoup de situations très réalistes et très naturalistes, et pas comme monologue. Je crois que tous ces 3 acteurs ont parlé
chaque ligne, chaque phrase de cette pièce. On jouait toutes les situations dans cette pièce. Les hommes ont joué Margaret a fait la première monologue de Faust. On avait le temps pour essayer ça. Et après ça, on a tout réduit. Et je crois qu'on peut sentir ça. Les acteurs ont des images très concrètes. Ils ont dans leur corps toutes ces images. Comment est cette situation dans une manière naturaliste, par exemple. Et c'était les répétitions. Après ça, on a réduit et on a fait... Bon, on a composé. C'est très composé. C'est la manière d'une improvisation et les acteurs lisent sur le mot et font quelque chose. Mais c'est pas comme ça. Non, c'est très fait, c'est très composé. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai quand même une petite remarque. Dans la première partie, quand il lit le livre, il tourne souvent le dos à l'audition et on perd beaucoup de ces mots. On a des difficultés d'entendre, et surtout quand il part sur la scène vers l'intérieur et vers le derrière. Et je trouve que ça c'est dommage parce que là il y a des mots-clés qui reviennent plus tard de nouveau et on ne peut pas vraiment suivre. Oui, mais c'est voulu comme ça. Au début, c'était beaucoup plus. Je voulais qu'il parle dans une manière qu'on peut entendre qu'il parle, mais pas ce qu'il dit. Et normalement, bien sûr, c'est le début d'un spectacle et comme spectateur, on pense ça va rester comme ça. Et pour ça, les gens nerveux, ils disent plus fort comme vous, mais il le dit, oui, parce que pour ça, on a changé un petit peu dans une... Oui, on dit bonjour au début, on parle comme ça, et après ça... Laissez-moi essayer d'expliquer pourquoi on a décidé ça. C'est Decidation, wie heißt es die Zueignung, Decidados? À décision? Non, la première monologue. La dédicace. Goethe l'a écrit quand il est très vieux. Il a relu cette pièce et il dit c'est comme quelque chose qui vient de la mémoire, qui vient de loin, qui vient d'un nebel. Les nuages. Comme ça. Et je voudrais créer ces énergies pour le début de ce spectacle. Un acteur qui est loin de le stage, il n'est pas bien allumé, on ne peut pas entendre pour ça. Et si ça crée dans des spectateurs le wunsch, le désir de savoir les mots plus, le désir de peut-être relire ces mots, c'est quelque chose. C'est pour ça. Et après ça, je crois, on parle fort, on parle entendable et tout ça. Alors, presque 99% des mots sont très adressés. Et pour ça, j'ai pensé que c'est une manière artistique pour transporter une énergie. Bon, pour les mots, c'est pas très bien, c'est mal pour les mots, mais c'est seulement 1% ou moins. Pour ça, j'ai geopfert, j'ai sacrifié ça. Oui. Vous savez, quand on lit Frankenstein, l'histoire de Frankenstein de Mary Shelley, on voit bien qu'il y a un message pour nous aujourd'hui avec la mutation génétique et tout ça. Pour vous, quelle serait la chose à prendre de Faust pour nous aujourd'hui? Quel pacte faisons-nous avec le diable? Les choses frankensteiniennes sont beaucoup dans le deuxième part. Goethe a connu Mary Shelley, il a lu Frankenstein, il était avec Lord Byron de très proche et avec les romanticiens noirs d'Angleterre.
Alors ça a influé aussi les deux. Faust a influé les Angleterres et les Anglais, et ils les ont influés aussi Faust. Je crois que c'est très proche. C'est très proche de Frankenstein. Là, ici, il y a un message simple de Faust. Au premier part, c'est un peu l'exposition pour ça, parce que c'est le monde petit. Méphisto dit, je vais te montrer le monde petit et le monde grand. La première partie, c'est le monde petit. Je vais dans une bar, je vais danser, je prends des drogues et je tombe amoureux avec ma voisine. Ah, c'est ça, Nachbarin? Ma voisine. Mais on peut... on remarque déjà le potentiel méphistophélique et aussi le danger. La force destructive, parce qu'il détruit cette fille, il détruit le petit monde de cette fille, seulement parce qu'il veut, parce qu'il a l'urge de faire quelque chose, il dit je laisse tomber tout moral. C'est aussi on peut le voir dans cette mise en scène, je crois, avec le principe monologue, parce que qu'est-ce que c'est le diable? Qu'est-ce que c'est Méphisto entre une chambre et on fait une bête, un pari. Dans cette mise en scène, on dit c'est aussi une décision. C'est une décision dans un certain point de la vie, mais aussi dans un certain point de l'humanité. Et ça doit aussi, ça a beaucoup à faire avec le temps de la moderne. C'est la commence de la moderne, la Aufklärung. Oui, les Lumières. Les Lumières. Qui a les deux, c'est une grande force productive et une grande force destructive. Et le conflit entre ces deux forces, c'est la tragédie de Faust. Et au fin de la deuxième partie, c'est très intéressant, c'est très moderne. La deuxième partie commence avec l'invention de l'économie moderne, l'invention de la monnaie, du papier. C'est Méphisto, c'est le diable qui nous donne le capitalisme moderne. Pour ça, je crois que ça peut être très intéressant de le montrer aussi ici, à Genève. Et au fin de cette pièce, parce que aussi l'économie moderne, le capitalisme moderne a une grande force productive et une grande force destructive. Et au fin de cette pièce, la force destructive gagne dans une manière. Il y a une grande guerre parce qu'on a une inflation à cause de la monnaie papier. Et au fin, Faust aide dans cette guerre et pour ça, l'empereur lui donne une pièce de pays, la terre, et il trouve une manière de créer la terre de la mer. Gagner sur la mer. Gagner sur la mer. Alors c'est une grande force productive. Et il est presque mort, il ne peut plus voir. Et il pense, j'écoute quelque chose, ce sont des gens libres qui vivent dans mon nouveau terre. Et c'est pas vrai, ce ne sont pas les gens libres, ce sont les esprits d'enfer, les lémures qui viennent pour graben. Pour faire le cercle pour de faire le tambour. Oui, et ça sécher les marées. Et c'est très explicite, c'est une catastrophe écologique qui se passe. C'est très explicite dans Faust 2, parce que toute cette terre est contaminée. L'eau n'est plus propre, c'est tout sale. Et les gens libres du futur sont des lémures de l'enfer. Alors, ça ne marche pas. C'est le danger des projets modernes. Et pour ça, cette pièce est très contemporaine, parce que c'est écrit dans un temps où Goethe, il a fait tout. Il était économiste, il était scientiste et tout ça. Et il était politicien aussi. Il était très actif dans ce temps qui est un peu le commence
d'un développement moderne, du temps moderne. Et nous sommes au fin de ce temps. Et Goethe a fait les deux. C'était pas seulement mal. Méphisto est très intelligent, il est très sardonique et tout ça, et très productif aussi. Si Faust resterait dans sa chambre du première heure, dans cette mise en scène, c'est aussi, c'est pas théâtral, oui? C'est pas bien. Il doit sortir. Il doit sortir. Mais comment peut-on sortir? Comment peut-on user cette force? Et dans cette pièce, on voit les dangers. C'est très explicite. Pour 200 ans, Faust était que d'un bien caractère, un héros, oui. L'homme qui fait, l'homme actif et tout ça. Si on lit ces pièces aujourd'hui, on ne peut pas l'entendre. C'est pas un héros. C'est un caractère très ambivalent et très avec des grands problèmes et des choses très mal, très noires dedans. Et alors, ça, comme Frankenstein, mais je crois encore un peu plus explicite que Frankenstein et un peu plus riche, parce que ils sont beaucoup plusieurs choses, c'est pas seulement la science. Aussi, un homme artificiel est créé au deuxième acte. Le homunculus. Le homunculus. Tout ça est dedans. Et alors, dans cette première part, on voit les énergies dans un monde petit, un monde de l'amour. Mais si l'amour est détruit comme ça, que passe si on va entrer le monde grand? Que passe avec le monde? Voilà, écoutez, nous vous remercions.